bonsoir à tous. À la une de votre Soir 3, l'arrêté anti-Burkini pris à Villeneuve-Loubet a été invalidé par le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative considère qu'il y a eu atteinte aux libertés individuelles fondamentales et que le port du burkini ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Un arrêté qui pourrait faire jurisprudence. Une trentaine de communes avaient pris des arrêtés comparables. Invité de ce Soir 3, Wang Pan, fondateur de la première radio en mandarin en Europe et instigateur de la première manifestation chinoise en 2010. Bonsoir. Bonsoir madame. La polémique sur le burkini est-elle selon vous justifiée ou surdimensionnée? C'est vrai que ces derniers jours, ce sujet-là occupe beaucoup l'espace médiatique, a fait couler beaucoup d'encre. Moi, je pense la question sur l'islam de France, moi, je suis quelqu'un qui est échappé de l'attraction judéo-chrétienne. Je pense qu'il faudrait un jour qu'on travaille sur ce sujet-là et pour dire ce que c'est l'islam de France. Merci, on se retrouve tout à l'heure. En Italie, les recherches se poursuivent 4 jours après le séisme qui a secoué l'Italie. Le dernier bilan fait état de 278 morts et 400 blessés. Les Verts réunis à Lorient pour leur université d'été. Si la bataille des primaires fait rage, le parti s'oblige à afficher une unité de façade. Le parti, affaibli, réfléchit aux stratégies pour les échéances électorales prochaines. 150 chiens récupérés dans un élevage illégal. Ils étaient élevés dans des conditions sanitaires déplorables chez des particuliers. La propriétaire est actuellement en prison pour maltraitance animale. L'Italie compte ses disparus, 278 morts et 400 blessés au dernier bilan. Dans le village d'Amatrice, pratiquement rayé de la carte, les secours continuent d'affluer car l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure. 4 jours après le séisme qui a frappé le pays, on redoute encore les répliques car des bâtiments menacent de s'effondrer. Et quelques kilomètres plus loin, un autre village ressemble aussi à un champ de ruines. C'est Saletta. Là-bas, l'horreur est sous les gravats sur la quarantaine de personnes présentes au moment du séisme. 22 ont perdu la vie. À cette période, des touristes étaient de passage. Pour les survivants, c'est le choc qu'ils racontent avec émotion. Stéphanie Desjard, Charlotte Gillard et Denis Bassompierre. C'est une maison de famille où Dario Petrucci et ses parents ont bien failli perdre la vie. Ça, c'était la cuisine. Les murs centenaires ont résisté, mais l'intérieur est dévasté. Ça, c'était la cheminée et la télévision, là. Un pompier interrompt la visite. Excusez-moi, mais c'est dangereux ici. Si nous avons mis un cordon de sécurité, c'est que ça peut s'effondrer. La maison est condamnée, mais Dario Petrucci et les siens sont vivants. À côté, un bed and breakfast s'est effondré sur une famille de touristes. Une femme était vivante et elle criait au secours. Je lui disais « Je t'entends, mais je ne peux rien faire. » Tout s'est effondré. On attend les secours, je sais que tu es là. Je leur dirai. Et elle continuait à crier « À l'aide, à l'aide !» Cette femme a finalement succombé à ses blessures. 40 personnes séjournaient dans le village, 22 sont mortes. Au milieu des ruines, les rescapés font figure de fantômes. Silvio Poggio, lui, lave sa voiture, qui ne resservira sans doute plus jamais. Une tentative dérisoire de sauver quelque chose. Comme tout le village, sa maison est prête à s'effondrer. Regardez celle-là. Avec la secousse de ce matin, elle s'est écroulée. À 6h30 et boum. Non, allez dehors. C'est dangereux. Mais là encore, un pompier s'interpose. Il faut partir, évacuer le village. Et personne ne sait ici si Saletta revivra un jour. 4 jours de recherche et à chaque corps sorti des décombres, l'espoir, mais il y a aussi les répliques qui sont à craindre car des bâtiments pourraient bien s'effondrer. Le point sur place avec Charlotte Gillard. À Amatrice, les familles continuent d'attendre dans l'angoisse de nouvelles répliques et certaines commencent aussi à perdre l'espoir de retrouver leurs proches en vie. Un homme sans nouvelles de son frère nous le confiait un peu plus tôt. Il ne croit plus au miracle et c'est pour cette raison que les autorités et l'Église, très présentes ici sur place, tentent de les préparer à l'épreuve du deuil. Parallèlement, les recherches, elles, se poursuivent. 50 personnes sont toujours portées disparues. Les secours travaillent sans relâche depuis maintenant 3 jours. Ils sont exténués, mais ils peuvent compter
désormais sur des renforts venus du monde entier. Nous avons pu rencontrer 4 bénévoles français. Ils sont allés extraire à main nue dans les décombres les papiers d'une petite fille afin qu'elle puisse se faire opérer. Des gestes de solidarité qui viennent soulager les équipes sur place alors qu'elles s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit blanche. L'arrêté anti-Burkini suspendu à Villeneuve-Loubet, le Conseil d'État a donc tranché cet après-midi. La plus haute juridiction administrative considère qu'il y a eu atteinte aux libertés individuelles fondamentales. Une décision fondée notamment sur l'absence de troubles à l'ordre public. Une trentaine de communes avaient pris des arrêtés comparables. Lila Afaf, Amélie Deloy, Benjamin Bonte. Il avait pris position contre le Burkini, mais le Conseil d'État l'a désavoué. Pourtant, Manuel Valls ne se dit pas vaincu. Pour le Premier ministre, la partie ne fait que commencer. Cette ordonnance du Conseil d'État n'épuise pas le débat qui s'est ouvert. Dénoncer le Burkini, ce n'est en aucun cas mettre en cause une liberté individuelle. Il n'y a pas de liberté qui enferme les femmes. C'est dénoncer un islamisme mortifère, rétrograde. À droite, la plupart des ténors suivent la ligne Sarkozy. Ils réclament une loi pour interdire le Burkini. Christian Estrosi, ancien maire de Nice, dénonce l'inaction du gouvernement. Le Conseil d'État a dit le droit. Si le gouvernement français avait pris en compte mes observations il y a maintenant plusieurs semaines de cela, et avait eu le courage de légiférer, de montrer sa volonté, sa vraie détermination à lutter contre toutes les formes de communautarisme, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Seule voix discordante à droite, Alain Juppé s'oppose, dit-il, à une loi de circonstance. Côté socialiste, aucun ténor pour prendre la parole. La rue de Solferino se contente d'un simple communiqué pour prendre acte de la décision. Chez les écologistes, Cécile Duflot, elle, se réjouit et appelle à tourner la page. Un soulagement, très clairement, puisque le Conseil d'État a rappelé le droit, la Constitution, et un principe essentiel de notre République, c'est la liberté. Et je pense que voilà, ça va, j'espère, faire diminuer cette polémique inutile. Le vœu semble pieux. D'ores et déjà, la question d'une loi anti-Burkini s'annonce comme l'un des sujets incontournables de la campagne à l'élection présidentielle. Reste que l'affaire du Burkini a connu un emballement médiatique et elle hystérise le débat politique. Comme vous l'avez vu, c'est dire que la décision du Conseil d'État n'arrêtera pas la polémique sur un sujet dont chacun a une interprétation clivante dans un contexte qui oppose l'atmosphère créée par les récents attentats et respect de la liberté de conscience. L'idée même de ce maillot controversé était partie d'Australie et depuis, les ventes ont explosé. Anne Maquignon, Jean-Christophe Duclos. Comme tous les créateurs, Aida Zanetti a voulu un produit parfaitement adapté à sa clientèle. C'est en 2004 en Australie qu'elle décide de créer le fameux Burkini, un mélange entre la burqa et le bikini pour allier islam et vie moderne. Je l'ai inventé pour que les femmes aient la liberté de choisir. Ça peut être aussi utilisé pour des raisons de santé ou le sport, pour faire des activités, pour une grossesse ou pour protéger la peau. Passé inaperçu jusqu'à cet été, la tenue déchaîne les polémiques depuis quelques semaines. C'est une sortie piscine en burkini, prévue dans un parc aquatique près de Marseille qui a fait scandale. Sur les plages aussi, dans un contexte marqué par les attentats après l'attaque de Nice, on ne parle que de lui. À Cannes, en Corse ou encore dans le Pas-de-Calais, le burkini est interdit sur 30 plages de France, sous prétexte de troubles à l'ordre public. Les hommes politiques sont les premiers à réagir. La meilleure façon d'apaiser les tensions, c'est que soit proscrit tout signe extérieur d'appartenance à une religion. Cela pose la question de nos libertés individuelles. Jusqu'où va-t-on pour vérifier qu'une tenue est conforme aux bonnes mœurs et que cela, par ailleurs, libère la parole raciste. Les associations de défense des droits de l'homme rappellent la loi de 1905 qui autorise les citoyens à afficher un signe religieux dans l'espace public. Elles appellent aussi haut et fort à respecter le principe de laïcité. L'espace public est libre. On doit pouvoir exprimer dans l'espace public sa foi, son absence de foi. Rien en ce domaine ne peut et ne doit être interdit, pourvu encore une fois que cela ne porte pas atteinte à l'ordre public. Grand gagnant de la polémique, les fabricants du burkini. En 2016, les ventes ont augmenté de 40%. Et vous pouvez continuer à suivre toutes ces informations sur l'application France Info, sur votre téléphone ou votre tablette et sur le site internet.
Les producteurs laitiers, toujours en colère, les négociations ont échoué entre la direction et Lactalis. Lactalis propose 15 € de plus pour les 1000 litres. Insuffisant, rétorquent les producteurs de lait qui menacent de maintenir les barrages. Les syndicats menacent de maintenir le blocage du siège de l'entreprise à Laval où sont rassemblés des centaines de manifestants. Une action en justice a été engagée ce vendredi par Lactalis pour une levée des barrages. Les Verts sont réunis pour leur université d'été ce week-end. Oubliez les divergences et pensez à la présidentielle qui se profile. C'est tout l'objet de ces rencontres à Lorient, où durant 3 jours, l'objectif sera d'élaborer une stratégie en vue des échéances électorales prochaines. Serge Simineau et Georges Pinol. Elle aurait bien aimé faire la course seule. Mais la voilà obligée par son parti de participer à une primaire interne. Cécile Duflot apparaît sereine quant à l'issue de ce scrutin, mais l'histoire des écologistes est toujours pleine de surprises. Au moins, vous savez, j'ai commencé ma vie politique par beaucoup de défaites. Donc, Les primaires, c'est particulier, vous le savez très bien. Oui, bien sûr, je sais. Et je sais aussi que Nicolas Hulot a perdu la primaire, que Noël Mamère a perdu la primaire. Et que... Donc ça peut arriver, mais la politique, c'est pas une assurance vie, c'est pas une carrière. Donc voilà. Bonjour. Sur la route de Cécile Duflot, Karima Delli, députée européenne depuis 2009, date du dernier grand succès électoral des écologistes. Elle place sa candidature sur le thème d'une relève nécessaire au sein des partis politiques. Il y avait un candidat naturel pour l'écologie, c'était Nicolas Hulot. Malheureusement, il s'est retiré. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de candidat naturel de droit divin. On a des candidats légitimes. À ta santé. Yannick Jadot a été élu à la même période. Il est aussi issu de la société civile et il défend son avant pour préparer l'après. Par mon parcours, je suis dans la solidarité internationale, à Greenpeace, en tant que parlementaire européen, je crois pouvoir être le porte-drapeau d'une équipe écolo qui réconcilie les électeurs avec l'écologie politique. Autre députée européenne sur les rangs, ou presque, Michel Rivasi. Pour l'instant, je n'ai pas les 36 signatures. Son souci donc obtenir les nécessaires 36 parrainages d'élus du Parlement des Verts, une difficulté qui pour elle n'est pas anodine. Et donc, j'ai des difficultés pour l'obtenir parce que c'est des écuries qui sont privilégiées et non pas, si vous voulez, des candidats capables de porter nos valeurs et nos propositions et nos solutions. Et je trouve que si notre parti devient de plus en plus étriqué, il va mourir. Le 31 août, on connaîtra la liste définitive des candidats officiels à la primaire, a priori 3 ou 4. Les militants et les sympathisants voteront fin octobre et début novembre. 130 chiens récupérés, principalement des cockers laissés à l'abandon. C'est la suite d'une affaire qui avait déjà conduit l'un des 2 propriétaires en prison. Les animaux étaient élevés dans des conditions sanitaires déplorables. C'est l'association de défense des animaux qui est intervenue ce matin. Le reportage de Caroline Huette et Pauline Louvet. Des chiens à moitié sauvages, apeurés et difficiles à attraper. Pour une vingtaine d'hommes et de femmes, la tâche ne fait que commencer. L'histoire de cet élevage auviennois fait scandale depuis bientôt 6 ans. La première fois, c'était en décembre 2010. 150 chiens y vivaient sans nourriture dans des conditions déplorables. Depuis quelques mois, leur détentrice est en prison. Alors un employé chargé de l'aménagement du chenil s'occupait d'eux. Je les nourrissais, je nettoyais les parcs, je faisais tout ce qu'il y avait à faire pour que les chiens restent en bonne santé. Aujourd'hui, c'est plus possible de continuer comme ça? Aujourd'hui, c'est plus possible parce que d'abord, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour m'occuper d'un élevage comme ça et le levage n'est pas en règle. Si les cockers semblent nourris correctement, des cadavres d'animaux ont été trouvés au milieu de la végétation, mais aussi à l'intérieur de vieux congélateurs. Autre découverte troublante, dans cette cabane, des chiens empaillés. Je pense qu'on peut parler de pathologie. C'est quelqu'un qui a une fixette sur les chiens et particulièrement sur la race des cockers. C'est quelqu'un qui recherche à faire reproduire au maximum les animaux pour trouver le chien idéal, le chien qui va correspondre à ses critères de beauté. Résultat, il y a une reproduction anarchique et des animaux dont on ne peut pas s'occuper parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Pendant l'intervention, près de 150 cockers ont été récupérés. Reste maintenant à leur trouver une famille. Ces animaux seront adoptés. Soit, effectivement, si vraiment il y a un souci qu'ils sont trop sauvages, ils ne pourront pas rentrer dans un foyer avec de l'amour. Mes collègues d'assistance animaux ont des maisons de retraite où les animaux finiront leur vie en liberté dans leur structure.
Trop nombreux pour un seul refuge, les coquers ont déjà pris la direction d'une dizaine de structures réparties sur toute la France. À Marseille, nouveau règlement de compte. Un homme a été abattu de plusieurs balles. Le corps d'un autre a été retrouvé dans le coffre d'une voiture incendiée. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre les deux affaires. Depuis le début de l'année, les règlements de compte ont fait 21 victimes dans les Bouches-du-Rhône, dont 19 à Marseille. On en parlait en titre, la communauté chinoise sort de son silence. Les agressions à répétition et surtout la mort d'un commerçant il y a quelques semaines ont fait réagir cette population devenue en quelques années la cible. Alors aujourd'hui, un cri d'alarme est lancé. 2 manifestations étaient organisées début août et une troisième est prévue le 4 septembre prochain. Justine Sago. Un touriste asiatique encerclé et dépouillé par des pickpockets en plein cœur de Paris. On a pu longtemps croire que les agressions envers les Chinois étaient réservées aux touristes. Mais depuis le meurtre de Xuan Shaolin, le 7 août à Aubervilliers, certains se mobilisent. Dimanche dernier, ils étaient 4000 à dénoncer le racisme dont ils sont victimes dans l'indifférence. On dénonce l'inefficacité de l'État. Ça fait 20 ans que ça dure. On ne veut plus rester dans le silence. À Aubervilliers cette année, une centaine d'agressions a eu lieu contre des Chinois. Raquettes, voitures incendiées. Les habitants excédés ont décidé de monter eux-mêmes la garde au pied de leurs immeubles. On est obligé de fonctionner comme ça parce que nous n'avons pas une présence de routine qui peut donc dissuader un petit peu les autres jeunes qui veulent nous agresser. Et face au manque de présence policière, la communauté s'organise aussi sur les réseaux sociaux. Cette application très prisée des internautes chinois permet d'alerter ses voisins au plus vite en cas d'agression. Grâce à WeChat, plusieurs fois nous avons prévenu nous-mêmes la police, car certains ne parlaient pas français et nous avons pu aider les victimes. La communauté chinoise réputée discrète redescendra dans la rue le 4 septembre, place de la République. La communauté chinoise qui sort de son silence, invité de ce soir 3, Wang Pan, conseiller du président du collectif Sécurité pour tous. 2 manifestations en un mois, une troisième prévue le 4 septembre prochain. Qu'attendez-vous de plus de ce mouvement ? C'est que la communauté asiatique subit des actes d'agression à répétition depuis plusieurs années. Et pas seulement les résidents en France d'origine asiatique, mais également les touristes. Et il semblerait que la population asiatique serait une cible facile et qui peut rapporter également pour nos délinquants de quartier. Est-ce que vous considérez que vos voix n'ont pas été suffisamment entendues par le gouvernement français ? Je pense que la première manifestation a eu lieu le 20 juin 2010. Là, on va faire une deuxième... À Belleville. Là, on va faire une deuxième vraiment grande manifestation le 4 septembre. À Belleville, on était, selon la police, 8006. Vous pouvez ajouter un coefficient multiplicateur selon les chiffres habituels entre les organisateurs et les forces de l'ordre. Et cette fois-ci, je pense que nous sommes certainement beaucoup plus que 10 000. Alors justement, vous parliez de cette manifestation de 2010 à Belleville où vous dénonciez déjà des violences sur la communauté chinoise. 6 ans après, il y a eu un meurtre à Aubervilliers. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans ? À Belleville, nous avons pu obtenir un certain nombre de revendications auprès de Michel Gaudin, préfet de police de Paris à l'époque. Je pense qu'on peut faire une analogie sur les problèmes que nous rencontrons actuellement à Aubervilliers, Courneuve et Pantin. À Paris, nous avons demandé une coordination des 4 arrondissements, collectivités locales, des 4 arrondissements, collectivités territoriales, commissariats de police, et également une coordination entre les mairies et les commissariats de police. Et surtout, par exemple, pour les touristes chinois, souvent asiatiques, quand ils viennent en France, ils restent 2-3 jours. S'ils sont agressés, volés, passer beaucoup de temps à attendre dans un commissariat de police, aller refaire le passeport, c'est beaucoup de temps perdu. Pour les commerçants, s'ils doivent attendre 3, 4, 5, 6 heures dans un commissariat de police, et s'il n'y a pas de résultat derrière, on n'est pas toujours très motivé pour aller porter plainte. C'est pour ça, selon vous, qu'il n'y a pas suffisamment de plaintes ?
Les faits ne sont pas dénoncés. Il y a la barrière de langue d'une part, et il y a également, je pense qu'il faudrait qu'on améliore peut-être l'accueil des personnes ne maîtrisant pas bien la langue, les personnes qui ont d'autres soucis pour tenir un commerce. Il faudrait améliorer l'accueil de ces personnes-là au commissariat. Oui, une communauté particulièrement importante en France. On va regarder les chiffres. Une communauté qui représente entre 600 et 800 000 en France. 27% des descendants de parents asiatiques occupent aujourd'hui un poste de cadre et la plupart évoluent dans des petites et moyennes entreprises familiales, à peu près 35 000 en France, comme les restaurants, les bureaux de tabac, les boutiques de textiles et les plateformes d'impôt-export. À travers ce cri d'alarme de la communauté chinoise, il y a un vrai tournant historique, c'est le passage de témoin à la nouvelle génération pour l'organisation de ce type de manifestation. Pourquoi maintenant ? Effectivement, la toute première génération qui est arrivée en France vers les années 70 de l'Indochine, des années 80 de la Chine populaire, ce sont les gens qui sont près de l'âge de la retraite. Les enfants sont grands maintenant, ils ont été formés, ils ont une bonne éducation. Et maintenant, je pense qu'il est le temps de passer le relais à ces jeunes-là qui peuvent travailler avec les anciens. Ça nous permet de faire la transition du lien intergénérationnel et que ces jeunes-là, c'est notre avenir. Il faut leur faire confiance et leur confier de nouvelles responsabilités. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les jeunes ont la parole plus libre que les anciens ? Oui, ils sont totalement intégrés dans la société française. Ils ont un raisonnement complètement français. Donc nous, je pense qu'on devrait leur faire confiance et également écouter leur avis. Ils sont beaucoup plus visibles dans l'espace public. Tout à fait, ils sont plus organisés, ils ont un mode d'expression beaucoup mieux que nous, certainement. Et également, il y a un mode de pensée surtout très très proche et totalement intégré dans la société française. Alors, 2000 personnes s'étaient mobilisées lors des premières manifestations. Est-ce que vous en attendez plus le 4 septembre prochain? Et est-ce que surtout vous faites un appel à la population globale, générale? La dernière manifestation à Aubervilliers, c'était une manifestation de quartier Aubervilliers. Et là, la manifestation du 4 septembre, c'est une organisation générale, nationale. Nous faisons un appel, aujourd'hui je profite de la tribune que vous me donnez, faire un appel à toutes les personnes qui sont sensibles et qui partagent notre point de vue, que l'insécurité est récurrente et ambiante et la tranquillité publique, c'est le point de départ du bien vivre ensemble et de la prospérité pour tous. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Soir 3, merci. Merci. 34 degrés ce vendredi. Il y a comme un air de vacances qui persiste. C'est plutôt agréable au bord des piscines et près de la mer. En revanche, ces températures caniculaires sont pour les plus vulnérables insupportables, même pour les animaux. L'hydratation est indispensable. À la ménagerie du Jardin des Plantes, tout est fait pour les rafraîchir. Didier Morel, Gilles Bezot. Pour ce tout nouveau pensionnaire, Tenga, rien ne vaut une bonne trempette. Avec quelques amuse-gueules. Endives, pommes et carottes, le repas de ce jeune tapir malais est servi dans son bain. Canicule oblige. C'est un animal qui supporte relativement bien les hautes températures, mais il a plutôt l'habitude de vivre dans des sous-bois. Donc c'est pour ça qu'on va quand même faire des petites activités pour lui permettre de se rafraîchir. Tu les sors pas trop longtemps à l'avance parce qu'ils sont pas complètement gelés en fait. Car en ce moment, le must pour nos cousins les grands singes, ce sont les glaçons parfumés. Donc on a des oranges, on a des poivrons, on a de la poire, on a plein de petits morceaux de fruits pour stimuler un peu les animaux à s'intéresser aux glaçons. Mais on met pas non plus une grosse quantité de nourriture parce que le but du jeu c'est que ça sorte pas non plus de leur ration alimentaire. Tamou, Bangui et Théodora sont très joueurs. Ces glaçons roses à la grenadine ne sont pas faciles à attraper. Mais c'est le but, car ces orang-outans de Bornéo ne boivent pas facilement de l'eau. C'est le cas aussi de la deuxième pensionnaire la plus âgée de la ménagerie, la vénérable Nénette. Comme ses amis, elle a pris des habitudes très british. Les orang-outans ont du thé tous les jours à la ménagerie, c'est comme ça qu'on arrive à leur faire ingurgiter des choses liquides. Par contre là, on va leur en proposer d'autant plus du fait de cette canicule. Si ces alpayas et autres nandous ne sont pas indifférents à cette petite bruine, ces félidés carnivores, eux, ne sucent pas n'importe quelle glace, seulement celle préparée à base de sang. Mais à l'heure où les grands fauves ont besoin de se rafraîchir, les hominidés de la ménagerie du Jardin des Plantes ne sont pas en reste. Voilà, et n'oubliez pas de vous hydrater parce que demain le thermomètre affiche 36 degrés.
Le 3e pont sur le Bosphore en Turquie a été inauguré cet après-midi, une véritable prouesse urbanistique. Il est situé aux embouchures de la mer Noire, au nord d'Istanbul, réalisé par 2 architectes, l'un français, Michel Virlogeux, et l'autre suisse, Jean-François Klein. Ces dimensions donnent le vertige, 2064 mètres de long, 59 de large. Il relie l'Europe à l'Asie. Et tout de suite, l'actualité des régions. Rencontre à présent avec le maire d'une petite commune ardéchoise qui aime relever les défis. S'il édile, gère bien sa commune, à ses heures perdues, il est cascadeur. Sa préoccupation, récupérer son record du monde de saut en longueur en voiture, record qu'il a établi il y a plus de 20 ans. La secrétaire est en vacances, c'est le maire, Jo Fallot, qui règle les affaires courantes. Courrier, paperasse, on fait de tout dans une petite commune de 700 habitants. Petite urgence aujourd'hui, il faut accueillir un technicien à l'école, Internet est en panne. La journée ne s'arrête pas là, elle continue même tambour battant, car il y a un très gros dossier à préparer et il est d'un tout autre genre. Vous faites quoi, monsieur le maire, ce week-end? Vous célébrez des mariages? Non. Tant le record du monde de saut en voiture que j'avais établi en 1978 et qu'un Américain m'a pris, donc il faut qu'il revienne en Ardèche. Jo Fallot est maire, mais aussi cascadeur. Son fait de gloire, c'est cet exploit établi en 1978. Le premier record du monde de saut en longueur en voiture. Malgré une embardée non prévue, il fut homologué à 55 mètres. Il a tenu bon malgré des tentatives aux États-Unis jusqu'en 2010. Et le record, il est là-bas au petit point rouge que vous voyez là, le petit piquet rouge, il est là, 101 mètres. 101 mètres, voilà ce qu'il faut dépasser pour reprendre le record. Pas une mince affaire. Le tracé dans la carrière de la Ville-Dieu paraît artisanal. Il sera bitumé d'ici dimanche, voilà plus rassurant. Jo Fallot, aujourd'hui âgé de 63 ans, s'est par ailleurs entouré d'une petite équipe technique. Chaque jour, tout ce petit monde fait des tests, règle de nouveaux détails. On a la bonne vitesse, les trajectoires sont bonnes. Ça devrait le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. On a envie d'être à dimanche pour faire le saut. Parce que ça fait tellement de mois, d'années que je le vis dans ma tête. Donc là, ça y est, on arrive pour la réalisation de la tentative de record. Et le record au bout, bien sûr. Autour de Jo Fallot, le soutien est total. Mais l'aventure inquiète un peu aussi. On sait qu'il risquera absolument rien, parce que la voiture est très bien préparée, mais bon, il n'y a jamais de risque zéro. Le maire, lui, a le record en ligne de mire. En cas d'échec dimanche, je retenterai, mais je pars pas pour échouer, je pars pour réussir. Même pas peur. C'est bien mon cousin, Les pilotes de la patrouille de France sont arrivés sur la base d'Étain pour préparer le grand meeting. L'événement se déroule dimanche prochain pour commémorer le centenaire de la bataille de Verdun. Top, la fumée est top. Barre canard, top, je rends du trim. Ils sont déjà et totalement dans leur vol, répétant les gestes qu'ils devront réaliser sans hésiter quand ils survoleront le ciel de Meuse à plus de 600 km/h. Arrivés quelques heures plus tôt sur le tarmac du 3e régiment d'hélicoptères de combat de la base d'Étain, les pilotes de la patrouille acrobatique de France seront présents ce dimanche pour le meeting aérien du centenaire, une date essentielle à leurs yeux. On va mettre notre panache bleu-blanc-rouge sur un lieu qui historiquement est assez tragique. Et donc voilà, on va l'honorer tout ce week-end et j'espère qu'on sera en nombre en bas pour l'honorer tous ensemble. Pour tous ces militaires, la patrouille acrobatique de France est une parenthèse de 3 ou 4 années dans une carrière de pilote de chasse. Véritables ambassadeurs de l'armée de l'air, ils participent chaque été à une quarantaine de meetings à raison de 2 chaque semaine. Ce week-end, ils seront donc à Tarbes, puis à Verdun. Donc ça fait 2 sites, on va les appeler A et B. Donc le jeudi, on va sur le site A, on fait l'entraînement l'après-midi sur le site A. Ensuite, le vendredi, on va sur le site B, on fait l'entraînement l'après-midi sur le site B. Le samedi, la démonstration officielle sur le site B. Et le dimanche, on retourne sur le site A, on fait la démonstration sur le site A. Mécanos et pilotes retournent vers les Alpha Jets pour l'ultime répétition avant le meeting de dimanche. Un meeting aérien du centenaire qui, outre la prestation de la patrouille acrobatique de France, proposera aux 15 000 spectateurs attendus beaucoup d'autres manifestations en vol.
On referme cette édition en compagnie des futurs champions du surf mondial. Près de 200 surfeurs, toutes catégories confondues, s'affrontent jusqu'à dimanche dans les rouleaux de la Chambre d'Amour. C'est une compétition, on va dire, open, donc toute catégorie, tout âge confondu. Il y a une épreuve masculine et une épreuve féminine. Il me semble qu'on est 128 compétiteurs donc masculins et une cinquantaine de femmes qui sont là toute la semaine pour s'affronter donc à la Chambre d'Amour. L'enjeu est de taille. Les points accumulés pourraient leur donner accès aux compétitions d'élite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le divan de Marc-Olivier Fogiel qui reçoit ce soir Sheila. Prochain rendez-vous d'info demain, le 12-13, présenté par Catherine Matoche. Et on se retrouve pour le soir 3. Très belle nuit. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.